Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue au lycée Camille Pissarro de Pontoise. Aujourd'hui, c'est patriarcat. Enfin, je veux dire, j'ai parlé de patriarcat, mais d'une certaine manière, puisque la séance s'intitule, et vous allez comprendre pourquoi, le désordre des pères. Patriarcat, nom masculin, formé de pater, le père, et d'arché, qui signifie également en grec commander. C'est donc le commandement du père, qui incarne la figure du père fondateur, régnant en maître sur un patrimoine qu'il peut transmettre par filiation, étant lui-même père et fils dans une lignée. Une société patriarcale désigne donc, en sociologie comme en anthropologie, une forme d'organisation sociale fondée sur l'ordre du genre, où le dimorphisme sexuel justifie la domination masculine, c'est-à-dire globalement le règne des hommes, ou plus précisément la politique du mal, pour reprendre le titre de la traduction française du livre fondateur de Kate Millett, Sexual Politics, 1969. Car évidemment, et c'est le plus important, pour nous aujourd'hui, patriarcat est avant tout un nom de combat pour dénoncer la subordination des femmes dans les sociétés capitalistes contemporaines, le patriarcat étant érigé au rang d'ennemi principal, pour reprendre cette fois-ci le titre du livre de Christine Delphi, paru 30 ans plus tard, en 1998. Depuis lors, le concept a subi ou bénéficié de nombreuses critiques dans le champ de force des féminismes politiques d'aujourd'hui. Comment en rendre compte, par exemple, ainsi que le remarque la socio-anthropologue tunisienne Meriem Selami, que dans une société patriarcale, ce sont les mères qui éduquent les enfants et qui, par conséquent, leur transmettent les représentations du monde qui soutiendront leur propre oppression. Je ne rentrerai évidemment pas dans ces débats, me contentant sagement ou lâchement d'une définition provisoire et moyenne du patriarcat comme système social de valeurs et de pouvoir exerçant sa tutelle sur le genre, un système qui n'est pas universel, mais qui se caractérise par le fait que le principe masculin y désigne à la fois ce qui est supérieur et ce qui se prétend universel. C'est pour ça qu'en grammaire, le masculin est censé l'emporter, imposant et justifiant en même temps une masculinité de domination qui ramène le masculin à ce qu'Yvan Jablonka appelle sa crête virile. Le patriarcat justifie un mode de pouvoir qui fonctionne, et c'est important de le rappeler, pour le profit d'une majorité d'hommes, pas tous, et d'une minorité de femmes, quelques-unes. Cette question de la minorité des femmes, au sens à la fois juridique et statistique, cette minorité que favoriserait toujours le système patriarcal, elle est déterminante. Je le dis au passage, elle est déterminante pour faire front au discours social ordinaire du déni sur l'air incessant, intarissable du « bah ouais, mais non, bah ouais, mais quand même, bah oui, mais celle-là ». Il y en a bien qui tirent leur épingle du jeu, voyez, je sais pas, Aliénor d'Aquitaine. Ben oui, on en parlera. Et on parlera aussi de l'usage qu'on peut faire du queenship, du fait qu'il y a quelques femmes qui règnent quand même dans, je dirais, la mise en ordre d'un discours réactionnaire. Mais dès lors, la prise de parole de la philosophe Camille Froidevaux-Métry, réagissant au procès des viols de Mazan sur lesquels j'achevais ma leçon de la semaine dernière, avait toutes les chances de ne pas être reçue ou de susciter une incompréhension farouchement hostile quand elle écrit « Oui, tous les hommes sont coupables, on fera semblant d'entendre, tous, c'est-à-dire chacun d'entre eux, et alors, à juste titre, sans doute on pourra s'offusquer. » Mais dès lors, la ligne de défense que j'évoquais,
c'est-à-dire le patriarcat est un système qui profite à une majorité d'hommes et à une minorité de femmes, cette ligne de défense sera toujours une digue trop frêle pour arrêter la houle hargneuse des discours d'ignorance militante. Alors que faire? Que faire en historien? Et que faire, qui plus est, quand on est un historien de sexe masculin? Ne pas faire le malin, ça c'est certain, c'est-à-dire assumer le fait que peut-être qu'on a le droit, c'est pas certain, mais qu'on a le droit de parler de ces sujets, mais en tout cas c'est nullement pour les surplomber du haut de sa chair, avec ou sans eux, je suggérerais un sens psychanalytique tout à l'heure à cet équivoque. Mais si on le fait, c'est pour y chercher au contraire une position de faiblesse. Vous l'avez sans doute déjà compris la semaine dernière, ce sujet du sexe du pouvoir m'intéresse car il m'affaiblit, car j'y trouve une nouvelle occasion de faire de l'histoire à ma manière, ces petites manières qui en agacent certains, car ils trouvent sans doute qu'elles ne sont pas assez virilement affirmées, qu'elles sont ondoyantes ou maniérées. Mais c'est sérieux pourtant. C'est difficile. Et c'est énergique, car il s'agit de s'insurger contre cette pensée qui s'ordonne brutalement, virilement, depuis une conception massive du tout, le tout politique du sexe roi, quand il s'agit au contraire de faire droit à la diversité de chacune et chacun d'entre nous. Alors je repose la question, que faire en tant qu'historien, et notamment en tant qu'historien des sociétés médiévales face au patriarcat? Peut-on contrevenir à l'ordre du genre? Peu importe alors les débats anciens sur l'existence ou non des sociétés matriarcales archaïques, selon un schéma évolutionniste qui avait cours au XIXe siècle, qui ont notamment inspiré les travaux juridiques de Johann Jakob Bachofen en 1861 sur le Matterrecht, le droit des mères des sociétés anciennes, ou les enquêtes anthropologique de Lewis Morgan sur le matriarcat supposé des sociétés lointaines. Il avait travaillé en 1877 sur les matrones iroquoises qui formaient une supposée société archaïque. Dans tous ces cas, le règne des femmes est rejeté dans le passé ou dans l'altérité. Il caractérise un stade pré-capitaliste, puisque Friedrich Engels fit, en 1884, cette fois-ci, dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, il fit de la critique du patriarcat un des fondements de l'analyse marxiste des origines de l'inégalité. Et plus tard, des anthropologues comme Marshall Salins ou David Graeber reprennent et amplifient cette critique marxiste orthodoxe de l'autorité pour nouer, cette fois-ci, patriarcat avec royauté. Dès lors, le matriarcat primitif apparaît dans la pensée contemporaine comme un horizon onirique qui désigne, pour certains, le chaos originel, pour d'autres, sans doute, un paradis perdu à reconquérir, quelque chose comme une fiction politique utile, une ressource ou un ressort des mobilisations collectives. En ce sens, l'histoire imaginaire des sociétés matriarcales archaïques est gouvernée par le motif des découvertes à répétition, comme le note justement Emily H. Songeons par exemple à la théorie de la grande déesse, développée par l'anthropologue et archéologue Marija Gamboutas dans les années 1970. Elle avait collecté de nombreux témoins archéologiques de figurines féminines des sociétés néolithiques antérieures à l'âge du bronze et reconstitué une religion de la grande déesse qui aurait gouverné la matrilocalité d'une gynocratie originelle. C'était une Lituanienne exilée en Allemagne, puis aux États-Unis, après l'invasion soviétique des États baltes. Et Marija Gamboutas avait quelques raisons biographiques de nourrir le souvenir nostalgique de communautés pacifiques prospères, bousculées par les hordes barbares, c'est comme ça qu'elle disait, du patriarcat. C'est comme ça qu'elle disait parce qu'à la fin de sa vie, elle ne niait pas que sa vision de la gynocratie idéale y trouvait
son origine ou son espérance. C'est aussi ce que suggère avec tact Jean Guilaine, qui enseigna ici, dans son grand livre de synthèse paru en 2022 sur les figures féminines du néolithique, des femmes peaux, des femmes sabliers, des femmes aux formes rondes, faites d'argile, de pierre, d'os, qui représentent d'ailleurs moins des femmes que le principe féminin ramené à ses organes sexuels. Et par ailleurs, on ne saurait confondre, comme le rappelle Julien Duy dans son livre Cosmogonie, la préhistoire des mythes, qui est paru en 2020, on ne saurait confondre donc la reconstitution hypothétique de mythes d'une matriarchie primitives, telles qu'on peut les deviner en Europe, mais aussi en Australie et en Afrique subsaharienne, avec l'existence de sociétés qui reposent effectivement sur les droits maternels et l'hégémonie des femmes. Mais évidemment, l'interprétation qui associe femme génitrice et terre nourricière demeure purement spéculative. L'hypothèse d'un monothéisme néolithique de la déesse mère est archéo-mythologique, mais elle n'en ressurgit pas moins régulièrement, jusque dans la culture populaire, accompagnant cette croyance inlassablement relancée d'une femme préhistorique puissante et inspirant un rêve féministe de retour à l'origine que la hantise écologique d'une terre qui manque vient alimenter à son tour. Au moins, cet imaginaire contemporain peut-il, par contraste, nous mettre sur la voie à cette évidence têtue du patriarcat? On peut donner un nom, un seul nom, mais le plus lourd, assurément, de tous les noms. Dieu le Père. Dominus est un des noms de Dieu, d'abord à lui seul réservé. C'est du moins la position du théologien du XIIe siècle, Hugues de Saint-Victor. Seul Dieu, créateur de toutes choses, peut être qualifié de Seigneur, Dominus. Alors, on sait bien qu'il n'en fut pas ainsi. Si l'Église revendique le dominium universel, les empereurs et les rois lui disputent, et c'est l'ensemble du système seigneurial qui s'inscrit dans ce cadre de pensée. Or, celui-ci conforme aussi, comme l'a montré Georges Duby dans Mâle Moyen-Âge, les rapports domestiques du mari, seigneur et maître du corps de son épouse, mais aussi du père sur ses enfants, et également, selon cette équivalence anthropologique posée par Françoise Héritier entre antériorité et supériorité, du senior, de l'aîné, sur les juvenes, sur les jeunes. Pour le dire avec Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, la relation d'une femme à son mari, uxor maritus, est semblable à celle d'un père à son fils, pater filius, et à celle d'un seigneur à son serviteur, dominus servus. Mais si l'on se penche sur des sources moins normatives, la tenaille analogique n'en est pas moins serrée. Ainsi, dans la pièce de théâtre Le jeu d'Adam, que l'on ne connaît que par un seul manuscrit anonyme, et qui a été probablement produit dans la seconde moitié du XIIe siècle autour de la cour d'Henri II Plantagenet, le jeu d'Adam, c'est un drame liturgique. D'ailleurs, c'est Dieu qui parle. Il y a 37 vers sur 48 qui commencent par « Dieu dit que ». Ève a 8 vers et Adam 2, ou 3, selon les éditeurs. Mais comme l'a montré Joseph Morcel, c'est bien le modèle de l'obéissance maritale qui conforme tous les rapports sociaux. Et même si Adam n'est jamais désigné comme seigneur, c'est la construction du rapport matrimonial de domination masculine, de génération et d'aînesse qui permet de naturaliser tout le rapport seigneurial. Donc là, ça veut dire que c'est depuis la relation mari-femme que l'ensemble de la société s'organise et se justifie. Ce qui est intéressant parce que la société médiévale n'est pas vraiment, je vais y revenir, structurée par la parenté biologique. Elle se pense pourtant à partir d'un modèle de paternité. Voici à très grands traits posés les bases
de l'ordre des pairs. Celui-ci s'inscrit au plus profond des structures du langage. Voici ce que donne à comprendre une analyse de lexicométrie menée en 2024 au LAMOP par Nicolas Perrault, à partir de, c'est de la fouille textuelle, hein, on fait des carottages dans des très grands corpus et on fait de l'analyse sémantique. Ces très grands corpus, c'est les 5300 textes à peu près de la patrologie latine, 100 millions de mots, et les 225 000 chartes numérisées dans le SEMA, 75 millions de mots. Et de cette archéologie textuelle ressort la sémantique historique du terme paternitas. Il en ressort que si pater ne peut se ramener à la paternité biologique, il recouvre au contraire tous les sens de père, par adoption, par fostérage, mais aussi parent, ancêtre, prédécesseur, mais aussi et surtout toutes les formes de parenté spirituelle, c'est-à-dire que le système sémantique de la paternité généralisée est dominé par la figure de Dieu le Père, soit le pater noster de la prière chrétienne, où il apparaît à la fois créateur et omnipotent, sur la terre comme au ciel, roi, que ton règne vienne, nourricier, donne-nous aujourd'hui, et salvateur, et délivre-nous du mal. Or, le Père appelle le Fils, et cette co-occurrence pater-filius est évidemment la conséquence directe du système ecclésial fondé sur le dogme de la Trinité. Seulement, il ne vous a pas échappé que la Sainte Famille n'est pas une famille comme les autres. La supériorité de la paternité divine se fonde sur un mode d'engendrement qui lui est propre, qui relève de la paternité spirituelle, par l'Esprit Saint, justement. Ainsi, pater, qui qualifie celui qui donne le baptême, donc le parrain, désigne aussi tous les fondateurs, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les papes, les évêques, les abbés, les maîtres, les pères de l'Église, les pères du désert, les pères des conciles. Tous ceux qui se dressent haut et fiers, le magistère de la parole, chair, domination et nomination, se nouent, ce qui explique pourquoi la co-occurrence pater et dominus caractérise le corpus chrétien et que cette association ne cesse de se renforcer du IXe au XIIIe siècle. Et voilà le fait le plus saillant, ceux qui dominent peuvent de plus en plus, au fur et à mesure du XIIe et du XIIIe siècle, se qualifier de domino et patrie, de seigneur et père. Mais il y a plus. Les lemmes dominus servus, qui forment la poutre maîtresse de la charpente symbolique de l'Europe médiévale, qui est parallèle à la pater filius, fait qu'il y a une analogie entre dominus et pater. Mais il n'y en a pas entre filius et servus. Les fils ne servent pas leur père. Pourquoi ? Parce qu'il existe des fraternités qui contrebalancent les paternités. Un dernier fait de langue l'atteste, qui me semble hautement significatif et qui concerne d'ailleurs un phénomène linguistique qui est étrangement sous-étudié en latin médiéval, qui est le vouvoiement, alors que c'est une marque évidente de domination et de hiérarchie. Dans les chartes, pater est associé à voster, votre père, 1220 fois, tandis que tous ne connaît que 17 mentions. On ne dit pas tu à son père. En revanche, la situation est inverse avec la fraternitas, qui appelle, y compris dans le langage politique, le tutoiement. In nomine patres. Tel est le titre de l'étude récente sur laquelle je viens de m'appuyer. Je ne le dis pas à chaque fois, mais je rappelle que toutes les références bibliographiques des titres que je cite accompagnent le résumé, la table des matières, les éléments des cours sur le site du Collège de France, dès lors qu'ils sont donc en ligne en podcast. Au nom du Père. Évidemment, la psychanalyse
a érigé autour de cette notion un important édifice théorique qui donne au patriarcat l'allure d'une forteresse imprenable. Dans son article fameux de 1938, Les complexes familiaux, Jacques Lacan remarquait que c'était bien l'effondrement de l'imago du père dans la Vienne de la fin du XIXe siècle qui avait rendu possible et pensable la psychanalyse, et qui avait même sans doute expliqué au passage la volonté freudienne de restaurer cette autorité paternelle. Mais Lacan lui-même, nietzschéen de tradition catholique, admirateur de Sade, eut à souffrir des défaillances de son père, écrasé lui-même par la tyrannie de son propre père, donc le grand-père de Lacan, et c'est à ce grand-père qu'il doit d'avoir accédé précocement à la fonction fondamentale de maudire Dieu, comme il l'écrira plus tard. Et si on ajoute à ça que Lacan ne put donner son nom à sa fille, parce que sa mère, la mère de sa fille, Sylvia Bataille, était encore l'épouse légitime de Georges Bataille, on aboutit à cette conceptualisation de la notion de nom du père pour désigner le signifiant de la fonction paternelle. On reviendra sans doute dans les semaines qui viennent sur cette importance de la nomination comme expression du sexe du pouvoir. C'est elle qui amène Jacques Derrida à forger le néologisme de phallogocentrisme, dans lequel le phallus, comme signifiant transcendantal, prend la forme de la chose qui parle. Et voilà pourquoi l'ordre symbolique est aussi une domination masculine, puisque ce sont les pères qui prétendent qu'il n'y a qu'une raison, qu'elle a toujours raison, pour la simple raison qu'elle s'entend. Sans doute, n'est-ce pas par cette voie que la psychanalyse lacanienne a pu entrer en conversation avec l'histoire médiévale des pouvoirs, mais il faudrait quand même peut-être ici faire intervenir l'influence, notamment chez certains médiévistes français, de l'œuvre du juriste et psychanalyste Pierre Legendre, décisif de ce point de vue, et me semble-t-il, ce livre qu'il a fait paraître en 1989, Leçon 7, le crime du caporal Lortie, traité sur le père. Le caporal Lortie, c'était un jeune militaire canadien qui, en 1984, a voulu assassiner le gouvernement du Québec, en fait tua 3 personnes, et s'était justifié ainsi: ce gouvernement ressemblait à mon père. Or, ce père était tyrannique et incestueux. Et effectivement, ce cas, au sens psychanalytique et judiciaire, amène Pierre Legendre à définir la paternité comme une abstraction politique et le fait de la ramener à une réalité biologique comme ce qu'il appelle une conception bouchère héritée du nazisme. C'est évidemment, la formulation est totalement outrancière, parce que si la réduction de la paternité à la filiation biologique est déjà installée au XVIIIe siècle, où il suffit de lire l'article Père de l'Encyclopédie, en fait, elle trouve son origine dès le XIVe siècle, on y reviendra sans doute dans quelques semaines, avec une réévaluation de l'importance du sang héréditaire articulée à la notion de race royale. Et c'est également au XIVe siècle d'ailleurs, et ça Ernst Kantorowicz l'a magnifiquement montré, que se développent, avec la notion de patrie, les premières formulations du sacrifice patriotique, c'est-à-dire de cette nécessité de verser son sang pour elle, pro patria mori, le sang des hommes, bien entendu, où se trempe cette masculinité de sacrifice et de service qui caractérisera l'âge contemporain. Et là, effectivement, Pierre Legendre a raison, on retrouvera la puissance terrifiante de ce pater familias qui découle de ce droit inconditionnel de vie et de mort que le père a sur ses enfants mâles. En droit romain, au moins. Les travaux de Jan Thomas sur la formule de droit romain vitae necessque potestas permettent de prendre la mesure de cette affinité essentielle
entre le père et le souverain. Et le transfert de la domus à la civitas, ou plutôt de la domus à ce seuil d'indistinction entre la maison et l'État, est toujours potentiellement meurtrier, même quand les gouvernants prétendent agir en bons pères de famille. Et au fond, surtout dans ces moments-là. Pourquoi ? C'est ce que commente Giorgio Agamben dans son livre Homo Sacer. Et quand, je le cite, nous lisons qu'en faisant mettre à mort ses enfants, Brutus avait adopté à leur place le peuple romain, c'est un même pouvoir de vie et de mort qui, à travers l'image de l'adoption, se transfère à présent sur l'ensemble du peuple en rendant sa sinistre signification originaire à l'épithète hagiographique « père de la patrie », réservé en tout temps au chef investi du pouvoir souverain. Donc, à ce moment-là, on le comprend bien, quand un gouvernant prétend être le père du peuple, ou le petit père du peuple, ou le père de la patrie, ou simplement le bon père de famille, il n'y a pas que les femmes qui sont les victimes du patriarcat. Si je dis cela, c'est pour rappeler une évidence. La paternité médiévale n'est pas régie par le code Napoléon qui rabat l'idéal romain du pater familias qui a droit de vie et de mort sur ses enfants sur une conception biologisée de la filiation, qui, elle, est une nouveauté, disons, depuis le XIVe siècle. C'est que la société médiévale, dont le fonctionnement est en partie héréditaire, mais en partie seulement, il est aussi largement électif, ne se représente pas comme telle, pas comme une société héréditaire. Par ailleurs, les sociétés médiévales s'organisent autour, je vais dire quelque chose de très général, autour de parentés indifférenciées à filiation cognatique, comme disent les anthropologues, ce qui signifie qu'un enfant né d'un mariage légitime, et je rappelle que depuis la réforme grégorienne, un mariage est légitime pour l'Église quand il ne transgresse pas un certain nombre d'interdits de consanguinité, mais aussi et surtout quand il est fondé sur le consentement mutuel entre l'homme et la femme, un enfant né d'un mariage légitime, donc, sera à égalité le petit-fils ou la petite-fille des parents de son père et des parents de sa mère, et par conséquent en état d'hériter de chacun d'entre eux. Alors, évidemment, ça c'est le système global, le système de parenté indifférenciée. Il connaît depuis le XIe siècle au moins une forte inflexion agnatique, donc patrilinéaire, qui favorise la transmission patrilinéaire et réserve aux fils et à eux seuls, puis à leurs aînés, la part la plus significative des biens matériels et symboliques du patrimoine, les filles devant se contenter de dot. Mais cette inflexion déroule de la domination sociale des hommes davantage que des règles de filiation. Et par ailleurs, elle s'accompagne d'une valorisation des parentés spirituelles, qui sont toujours supérieures, parce qu'elles sont fondées, elles, sur la caritas, c'est-à-dire sur ce lien d'amour, et pas sur la sexualité et l'alliance. Autrement dit, le sexe du pouvoir. Donc les politiques de l'amour, c'était mieux que le sexe du pouvoir. Bon. Il n'en reste pas moins que cette évolution, qui est ici brossée à trop grands traits, à partir notamment des analyses d'Anita Guéraud-Jalabert, donc de l'inflexion agnatique progressive des parentés indifférenciées, eh bien, elle a des conséquences sur la transmission du nom, c'est-à-dire sur l'hérédité du patronyme, selon une révolution anthroponomique qui est plus graduelle qu'on le pense, et puis surtout sur la territorialisation de la domination sociale qui fixe l'aristocratie dans la terre, dans ce qu'on appelle les topolignés. Et puisque nous voici donc revenus sur Terre, au milieu des choses, je voudrais relever un indice que j'avais un peu négligé en citant tout à l'heure Hugues de Saint-Victor pour justifier le dominium de Dieu le Père, duquel se déduisait l'analogone, l'analogie du Père en Père, petit p, grand P. Dieu est dominus en tant qu'il est
créateur de toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce monde, notre monde, ne se perpétue pas au quotidien par génération et régénération, alimentant cet engendrement perpétuel qui, dans la mythologie grecque notamment, donnait toute sa part au féminin. Non. Ce monde a été créé ex nihilo, hors de lui-même, depuis l'extérieur, par le principe masculin d'un Dieu créateur de toutes choses, qui met en forme une matière qui lui est étrangère. Souvenez-vous de ce que l'on disait la semaine dernière sur les théories aristotéliciennes de l'engendrement. Le sperme est pneuma, il est souffle, il est esprit, quand la matière, materia, ne vient que de la mater, la mère. Puis, une fois qu'il a mis en forme tout ça, sans ajouter de substance, Dieu le Père, et le Père comme Dieu, confie à ses pasteurs le soin de conserver sa création. Voilà ce que décrit la philosophe Émilie H. dans De la génération, enquête sur sa disparition et son remplacement par la production, qui est paru en 2024 et qui est, pour moi, une des contributions théoriques les plus stimulantes parues récemment, de ces dernières années. Il nous faudra d'ailleurs y revenir lorsque nous traiterons, dans quelques semaines sans doute, la question du travail féminin, c'est-à-dire le rapport entre génération et production, avec ce mot « travail » qui est compliqué parce qu'il a aussi à voir, évidemment, avec l'accouchement. En tout cas, cette dimension anthropologique suggère à certaines théoriciennes de l'écoféminisme de redéfinir la notion d'anthropocène pour désigner l'âge de la Terre dans lequel nous sommes et qui résulte donc de notre mode actuel d'appropriation de la nature. Mais anthropos, dans anthropocène, après tout, c'est peut-être encore trop dire, ou trop peu, dès lors que s'observe aujourd'hui une contemporanéité, au moins, entre la transformation du monde vivant en ressources exploitables et la prise de conscience du caractère systémique des violences faites aux femmes. Alors, androcène serait peut-être un meilleur nom pour dire à la fois le capitalisme extractiviste et la domination masculine. Ce concept, élaboré par les chercheuses Myriam Baafou et Julie Gorecki, a fait l'objet d'études rassemblées dans un numéro de la revue Nouvelles questions féministes en 2021, puis mis en circulation l'année suivante par un libelle d'Adélaïde Bon, Sandrine Roudot et Sandrine Rousseau, qui doit être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire une provocation destinée à éveiller les consciences. Alors évidemment, on peut, et on ne manque pas de le faire, lui opposer maintes critiques à ce concept d'androcène, et notamment le fait de reconduire une conception féminine de la nature dont on ne sait jamais, à lire les échos féministes, mais Émilie H., à mon avis, progresse beaucoup théoriquement là-dessus, si elle ressort de ce que Spivak appelle un essentialisme stratégique, c'est-à-dire quelque chose auquel on ne croit pas vraiment, mais dont l'affirmation est une étape psychologique et politique importante dans un combat, ou à une croyance en la puissance génératrice, régénératrice des femmes, c'est-à-dire quelque chose auquel on finit par croire et auquel on aspire à renouer avec des manières anciennes d'habiter la Terre par-delà notre régime sexué. Alors évidemment, il est très facile de dénoncer ou de s'indigner du caractère sommaire de telles constructions notionnelles, mais on doit aussi prendre la mesure de la hargne que l'écoféminisme suscite, puisque, au fond, et ça je crois qu'on le comprend maintenant, la transition écologique et l'émancipation féminine ont assurément les mêmes ennemis. Et en matière de pensée sommaire, eh bien, par exemple, un slogan « Drill, baby, drill »,« fort, chérie, fort », qui était déjà un slogan de campagne du Parti républicain américain en 2008, lors du débat électoral
entre les deux candidats à la vice-présidence qui étaient Joe Biden et Sarah Palin, qu'on a un peu oublié, mais qui est quand même à l'origine de tout cela. Drill, baby, drill, fort, bébé, fort. Donald Trump a révélé lors d'un de ses discours, il y a quelques semaines, l'impensé obsessionnel de cette phallocratie violente qui est le stade ultime de ce que Achille Mbembe a appelé le brutalisme, c'est-à-dire la transformation de la violence comme dernier mot de la vérité de l'être, où, de fait, le masculinisme et l'extractivisme rivalisent de bêtises et de brutalité. La vidéo vaut quand même malheureusement d'être vue. Nous allons frapper, 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 bébé, frapper, frapper, forer, 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 bébé, forer, forer, forer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir à cette figure apparemment solennelle et immuable, Dieu le Père. Mais au fait, depuis quand l'est-il? Dans les monothéismes, le principe divin est masculin. Autrement dit, Dieu est un homme. Mais il faudrait ajouter, c'est un homme célibataire. Depuis ce que l'égyptologue Jan Assmann a appelé la division mosaïque, le Dieu des monothéismes n'est pas seulement un, mais unique. Il est le seul vrai Dieu. Donc, il ne peut avoir de partenaire. Voilà qui est assurément une grande différence d'avec les systèmes polythéistes qui sont des combinaisons de couples divins. Or, comme l'a montré Thomas Romer dans son livre majeur L'invention de Dieu, Yahvé eut jadis une déesse associée, Ashéra. Jadis, c'est-à-dire dans le royaume de Juda, au 7e siècle avant notre ère, et il existe des traces dans les textes bibliques, mais aussi dans l'iconographie, de cette reine du ciel dont parle le livre de Jérémie, et pour laquelle a pu persister longtemps un culte populaire. Puis, au temps de Josias, Yahvé a absorbé son Ashéra. Au chapitre 8 des Proverbes, c'est elle, Ashéra, qui prend la parole en lui, en disant qu'elle se nomme sagesse, qu'on l'a dit fille de Yahvé, mais qu'elle fut constamment à ses côtés, et ce, depuis toujours, dès les origines, entendez avant la création du monde, je cite encore, « Quand les abîmes n'étaient pas, j'ai été enfanté ». Ça veut dire que le monothéisme du judaïsme naissant se caractérise par une éviction du féminin, qui ne prend pas vraiment la forme de cette expulsion de la déesse dont parle Sylvain Piron dans l'occupation du monde, mais plutôt d'une absorption, c'est-à-dire d'une invisibilisation par intégration, par escamotage. Et sur ce point, le livre ancien de la féministe Mary Daly, Beyond God the Father, qui est paru en 1973, avait, je crois, déjà dit l'essentiel. C'est-à-dire que Yahvé, en intégrant, en absorbant sa déesse, Ashéra, Yahvé devient le Dieu unique et transcendant, tout en gardant ses titres masculins de Seigneur, Roi et Maître. Dans les livres 40 à 55 d'Isaïe, qui commencent avec la consolation d'Israël suite à la déportation à Babylone, et que les exégètes considèrent comme la première expression stricte du monothéisme, Yahvé se présente comme une mère qui a enfanté le peuple judéen. La communauté exilée doit rentrer au pays, ce sera comme une nouvelle naissance, lui promet Yahvé. Et Yahvé promet qu'il va agir comme une femme en travail. Je vais souffler, respirer et aspirer à la fois. Il y a donc un principe féminin dans la figure de Dieu, qui n'est pas seulement Dieu le Père, mais notre mère, qui n'est donc pas seulement un homme, mais une femme, ou du moins qui l'était, et qui s'en souvient un peu, enfin en tout cas qui ne l'a pas totalement oublié. Et peut-être est-ce aussi pour cela que l'un des noms hébreux de Dieu, Elohim, peut s'entendre aussi bien au singulier qu'au pluriel. Mais c'est évident. Parce que sinon, comment, par exemple, comprendre, ne serait-ce que le plus simple, le verset 1, 27 de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, il le créa
à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Alors, on peut escamoter ça par les traductions, par exemple la traduction second, il créa l'homme et la femme. Non, 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 vous savez bien comment il a créé la femme, hein, par l'homme. Non, non. Ce qu'on lit dans la Vulgate, et c'est comme ça que le Moyen-Âge le reçoit, masculum et feminam creavit eos. Il les créa masculin et féminin. C'est-à-dire que, et le passage du singulier au pluriel dit que c'est tous les hommes, l'humanité qui est ici consacrée, est à l'image de Dieu. Et si tous les hommes sont à l'image de Dieu, masculin et féminin, c'est parce que Dieu a une part masculine et féminine. Et on comprend mieux alors pourquoi Dieu extrait Ève de la côte d'Adam. On dit de la côte, mais en fait c'est du ventre. Regardez les images. Regardez par exemple les sculptures du portail de la cathédrale de Worms, qui a été sculptée en 1300. Adam y est couché, endormi comme une accouchée au travail, et Dieu est à Adam ce que le Père est à la mère, c'est-à-dire celui qui forme le corps à son image. Ah oui, mais alors, ça change tout. Si le principe féminin n'est pas à chercher au loin, dans des sociétés radicalement autres, ou si anciennes que leur souvenir se confond avec l'horizon tremblant du mythe, si le principe féminin gît au plus proche, au cœur même de l'anthropologie judéo-chrétienne, au cœur ou plutôt au sein, sinus, je vais y revenir, de la structure monothéiste, islam compris, et si ce sein est travaillé, oui, par un trouble dans le genre, reconnaissez que ça change tout. Pourvu, évidemment, qu'on le considère, et qu'on l'accepte, et qu'on l'entende. La tentation est forte, sans doute, de rejeter la marque de ce second sexe du pouvoir, ce sexe qui n'en est pas un, disons cette coupure, dans un état ancien de la vieille loi, dépassé, dénié, détesté. On appelle ça l'anti-judaïsme chrétien. Il passe par un motif sexuel qui fait intervenir, cela ne vous étonnera pas en ayant entendu la semaine dernière les analyses de Françoise Héritier, la valence différenciée des sexes quant au sang versé. Les Juifs sont, d'ailleurs comme les lépreux et les cagots, caractérisés par des flux de sang. Voilà pourquoi ils ont la barbe rouge, voilà pourquoi ils sont roux comme Judas, voilà pourquoi ils sont soumis au désir comme la plus rouge des femelles, la truie, voilà pourquoi, pour Thomas de Quentin-Pré au XIIIe siècle, et pour toute une tradition après lui, les hommes juifs ont des règles. Ceux qui ont saigné le Christ doivent saigner eux-mêmes, et c'est entre circoncision et crucifixion que se construit le mythe meurtrier du crime rituel juif dont on avait parlé dans le cours sur la peste. C'est donc qu'il y a bien un principe féminin dans l'identité juive, tel que l'antisémitisme le fantasme, ou pour le dire avec le psychanalyste Daniel Siboni dans l'Énigme antisémite, paru en 2004, quand on hait les juifs, c'est sa propre faille identitaire que l'on hait, rejetant l'idée d'une inadéquation de soi à soi, ce manque de soi au même, qui, d'une certaine manière, est aussi le fait qu'on ne sera jamais soi-même un. Je parle d'une histoire ancienne, assurément, qui, Tacite, faisait déjà des Juifs une race libidineuse, proiectissima ad libidinem gens, race portée de façon effrénée vers les plaisirs de la chair, mais je parle aussi malheureusement d'une histoire contemporaine. Pierre Birnbaum a montré comment la haine que l'extrême droite française a portée dans les années 30 à Léon Blum, au moment même où il entrait en politique, s'exprimait de manière grossièrement sexiste. Léon Blum, c'était fifille et mamzelle pour Léon Daudet. C'était une grande hystérique et une femme savante,
pour Charles Maurras. Et pour le critique littéraire du journal Gringoire, un certain Jean-Pierre Maxence, c'est la femme qui rôde autour du mâle, le flaire, le flatte, tantôt menace dans les gémissements. Mais si je m'en tiens à l'anthropologie chrétienne, ce rejet ordurier du féminin hors du corps de la politie, puisque finalement un juif est une femme au pouvoir, c'est-à-dire ce rejet du féminin hors de la communauté politique formée par un gouvernement légitime, n'est pas tenable jusqu'au bout. Ne serait-ce que parce que si Dieu est un père, son Église est une mère. Elle engendre ses filles et ses fils par la communion. Et comme le remarque une fois encore Émilie H., Ecclésia est bien ici la fille de la police grecque. Je veux dire qu'elle reconduit son imaginaire de la génération au-delà de la coupure chrétienne de la production. L'Église engendre une communauté qui métabolise les liens de parenté au nom de ce que le théologien italien Luca Castiglioni appelle dans son livre « Filles et fils de Dieu, égalité baptismale et différence sexuelle » un postulat unisexe. C'est simple, c'est dans Paul de Tarse, la lettre aux Galates. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous faites un dans le Christ. Évidemment, ici, il parle au nom, pas au nom, mais sous le regard de Dieu, du point de vue du salut. Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous nous retrouverons toutes et tous dans ce lieu paradisiaque qu'est le sein d'Abraham, nichant dans le giron du patriarche. Voilà une autre figure inattendue du patriarcat, un père qui nous attend pour nous rassembler dans son sein. Abraham, c'est un chef, alors pour le coup, de tous les monothéismes, et un chef de lignée paradoxale puisqu'il est patriarche et parricide. C'est cette figure de la paternité d'Abraham qui permet aux chrétiens d'affirmer leur rapport au judaïsme, c'est-à-dire de filiation et de rupture de filiation. Mais lorsqu'on demande à Jésus s'il a le même père que celui des Juifs, donc s'il descend d'Abraham, Jésus répond, Jean 8, 38, que lui-même a un père bien plus éminent qui est aux cieux. Donc la paternité d'Abraham doit exprimer la supériorité de la parenté spirituelle sur la parenté charnelle. Elle le fait en jouant sur l'ambivalence sexuelle, en oscillant entre figure paternelle et fonction maternelle. Dieu le Père et l'Église comme vierge mère, désir de protection, pulsion, d'incorporation, ainsi que l'a montré Jérôme Bachet dans son livre intitulé « Le sein du Père ». À partir d'un beau corpus d'images, il montre que ces figures, toutes ces images rendent visible d'ailleurs la complexité du mot sinus en latin, qui désigne à la fois l'intériorité et la sinuosité. Sinus, en mathématiques, c'est la concavité, la courbure, le pli. Et donc sinus peut prendre un sens géographique, le méandre ou la courbe littorale, vestimentaire, le pli de la toge, anatomique, le plissé, sinus, c'est aussi le plissé des organes sexuels féminins, et par extension, in sinus se comprend aussi comme in utero. Voilà où nous nous retrouverons à la fin des temps, dans le sein d'Abraham. Alors on peut dire, comme Freud, que le paradis n'est rien d'autre qu'une réunion au Père, que tout sentiment religieux est le besoin de protection par le Père, mais ce paradis sera aussi le retour au ventre maternel. Or, quel est le cri de Dante lorsqu'en paradis, je veux dire au premier vers du dernier chant de son paradis, il contemple enfin Marie, Vierge Mère, fille de ton Fils. C'est que, par la grâce du dogme de l'Immaculée Conception, qui préside à la seconde naissance de la Vierge Mère de Dieu, elle devient elle-même fille de son Église, donc fille de son Fils. Voilà ce que Tertullien, qui à la fin du IIe siècle lutte vaillamment à Carthage contre le sarcasme des païens, appelle dans son traité La chair du Christ un signe de contradiction. La foi se fonde sur cette contradiction. Oui, elle est vierge aux yeux de son mari, non, elle n'est pas vierge pour ce qui est de l'enfantement. Je ne parle pas de son mari, Joseph, qui est pourtant devenu
la grande figure de la paternité au Moyen-Âge, figure paradoxale, là encore, puisqu'il ne nous a pas échappé que la Sainte Famille est une famille recomposée, mais dont les règles de filiation ne sont pas exactement celles, pas du tout même, celles qui ont cours dans la parenté médiévale. Mais si Tertullien admet que la Vierge, qui n'est pas vierge, a enfanté sans enfanter, il ajoute, chez nous, c'est-à-dire chez les chrétiens, rien n'est douteux, rien n'est tortueux, rien ne permet de soutenir à la fois le pour et le contre. La lumière est lumière, les ténèbres, ténèbres, le oui est oui, non est non. J'adore Tertullien. Si Marie a enfanté du principe de contradiction, la mauvaise foi, c'est toujours une foi, finalement. C'est ce qui fait que Tertullien est un père de l'Église, d'ailleurs. Comme l'a montré Pierre-Emmanuel Dauzat dans son livre « Les pères de leur mère », essai sur l'esprit de contradiction des pères de l'Église, si les pères sont les pierres sur lesquelles le Christ a bâti son Église, selon le fameux jeu de mots biblique que Voltaire prenait pour une équivoque de polisson, ils sont eux-mêmes engendrés par cette roche-mère qu'est l'Église, dès lors que c'est bien l'Église qui a enfanté ses pères, premier témoin. Dieu est un père, oui, mais qui nous aime comme une mère, cette mère qu'il a en lui. Le père est une vraie mère, écrit Clément d'Alexandrie dans le Pédagogue, par sa manière d'aimer. Le père a acquis ce qui est caractéristique de la nature féminine. Acquis ou conservé, on l'a vu. En tout cas, gardez-le pour vous, mais je pense que l'identité sexuelle de Dieu, le Père, est assez fluide. Tout cela fait décidément un drôle de patriarcat, qui, au Moyen-Âge, n'est pas vraiment, comme on commence à le comprendre, la loi d'airain de l'ordre du genre. Car, si je résume, l'Église est sa propre mère, et son fils, qui est en même temps son père, est aussi son époux. Et la sage et docte Héloïse le savait très bien, qui écrivait ainsi à Abélard, son malheureux amoureux diminué, à son seigneur, ou plutôt à son père, à son époux, ou plutôt à son frère, sa servante, ou plutôt sa fille, son épouse, ou plutôt sa sœur, à Abélard, sa bien-aimée Héloïse. Ça, c'est la première lettre. Alors, Abélard, lui répond, il essaie de calmer le jeu, à Héloïse, sa sœur, très chère dans le Christ, Abélard, son frère, dans le même Christ. Et elle emporte la victoire de ce duel d'adresse, lui rappelant, à le temps où ils étaient amants, à celui qui est spécialement elle, celle qui est sienne singulièrement. J'avais cité avec émotion l'année dernière ces lettres des deux amants, compilées au XVe siècle. Je vous renvoie à ce cours pour la discussion sur l'authenticité de cette correspondance, mais aussi pour l'analyse de la portée de cette véhémence de l'amour qui déborde dans la simplicité de la dernière adresse d'Héloïse à Abélard, mon bien-aimé, qui déborde de toute velléité de mise en ordre politique. Et vous avez compris que je cherche pareillement cette année, passant des politiques de l'amour au sexe du pouvoir, une semblable puissance de renversement. Paru en 2012, le livre de Jacques Dallarin, Gouverner, c'est servir, essai de démocratie médiévale, aurait pu s'appeler, c'était un de ses titres de travail, Renversant Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce qu'il décrit des expériences politiques menées dans les communautés religieuses du XIIe siècle, une histoire qui donc concerne Héloïse au premier chef. Il décrit notamment comment Robert d'Arbrissel mis à Fontevraud le monde sans dessus-dessous par son projet proprement renversant de faire gouverner la communauté mixte, hommes et femmes mêlés, qu'il installe dans le vallon de Fontevraud en 1101, par une abbesse, et qui plus est, une abbesse prise par les converses. Le récit se trouve chez son second hagiographe, frère André, dans le supplément à l'histoire de la vie de Robert, c'est à l'été 1115, Robert d'Arbrissel sent la mort l'envahir. Délibérez entre vous tant que je suis encore en vie si vous voulez persister dans votre projet de communauté, c'est-à-dire être quand même des hommes gouvernés par une femme, à savoir que vous obéissez pour le salut de vos âmes au commandement des servantes du Christ, et ceux qui n'acceptent pas n'ont qu'à changer de religion, lance Robert. À ces mots, j'aime beaucoup la suite,
presque tous dirent d'une voix unanime, loin de nous, très cher père, que jamais nous les quittions, nos servantes, celles qui sont à la fois nos gouvernantes et celles qui nous gouvernent, nos servantes, servantes du Christ. Presque tous. Quelques-uns sont donc partis, mais la majorité est restée sous le gouvernement d'une converse laïque, au sens d'une femme convertie, non d'une vierge claustrale. On pourrait dire que la possibilité qu'il y ait de la politique se joue dans ce presque tous. Ainsi donc, pour le dire avec Michelet, la religion s'est faite femme, ce qui a des conséquences politiques très concrètes sur le gouvernement ecclésial et par voie de conséquence sur l'idée même de gouvernement au Moyen-Âge. C'est ce que j'avais tenté de fouiller dans mon cours de 2019 sur les expériences politiques, mais aussi de 2017 sur les fictions politiques. Voilà un peu archéologue de moi-même, mais pour une raison que je vais expliciter dans 5 minutes. Le 7 mars 2017, j'avais analysé le rêve que fit un jour François d'Assise et que rapporte Tommaso de Celano dans sa Vita de 1247. En rêve, il vit une très vilaine poule noire entourée de ses poussins. Et au réveil, il interpréta ainsi le sens de sa vision. La poule, dit-il, c'est moi, petit de taille et brun de nature, et les poussins sont, je le cite encore, les frères qui se sont multipliés en nombre et en grâce, et que la vertu de François ne suffit pas à défendre contre l'agitation des hommes et la contradiction des langues. C'est une citation des psaumes. Donc François a fait un rêve politique, et ce rêve est celui d'un fondateur d'ordre, donc d'un père, qui doit lutter contre la dispersion de ses frères, et qui doit poser donc la question du gouvernement au moment même où tout risque de se défaire. François d'Assise veut être pour ses frères une mère poule. Pas une mère dévorante, pas une mère cruelle, pas une matrone, une petite poule noire, innocente comme la colombe. Et Jacques Dallarin a montré comment ce principe féminin jouait dans la construction du personnage politique de François d'Assise, à la tête d'un ordre religieux qu'il ne domine pas, il est à sa tête, mais il ne veut pas en être le chef. Et comment le faire entendre? Parce que les autres, ils ne comprennent pas. Il faut leur expliquer jusqu'au bout. Dans son fameux billet adressé à frère Léon, il s'adresse à lui « Sicut mater », je te parle comme une mère. Est-ce à dire pour le protéger, pour le sermonner, pour le couver d'une tendre affection? Non, comme mère, sicut mater, comme mère, da madre, comme on dit en italien. Ça veut dire en tant que mère, et ça n'a rien à voir avec la tendre affection. Ça veut dire qu'il adopte le principe féminin de génération, qu'il se fait femme, comme Dieu s'est fait homme et femme, qu'il fait la femme pour dominer tout entier ses frères. Ainsi, en se rêvant la mère poule qui rassemble ses petits sous ses ailes, François construit une fiction politique qui donne à voir le gouvernement à venir, celui d'une gouvernante, effectivement, d'une serveuse bienveillante, mais on sait aussi que dès qu'elle est écarlate, la gouvernante peut se faire tyrannique. Et on sait aussi que si gouverner, c'est servir sans écraser, comme la mère gouverne ses enfants, comme sœur, notre mère, la terre, nous soutient et nous gouverne, écrit François dans le Cantique des Cantiques, eh bien, il y a là un aveu de faiblesse qui met l'indignité au pouvoir, mais dont l'humilité souveraine s'impose à bien d'autres formes de gouvernement médiéval ou contemporaine. François d'Assise fait de la destitution, du renoncement à la domination, le principe actif de son pouvoir, de l'exercice de son pouvoir. On peut appeler ça féminin si on veut, mais si sa figure hante la philosophie politique radicale qui aujourd'hui encore rêve de destitution, geste sublime de désœuvrement du pouvoir, c'est parce que cette même philosophie politique ignore ou feint d'ignorer qu'il y a là une figure très puissante, puissante parce que plus forte que la force du charisme en politique. Ainsi, le personnage de François d'Assise, parlant aux animaux, par exemple, incarne la fiction politique inverse de celui du roi chasseur qui domine les animaux. Non, lui, il est cet autre Christ qui est mangé et ne mange pas,
qui gouverne en rejetant toute figure de dévoration. J'y pensais la semaine dernière en allant voir le spectacle d'Emma Dante au Théâtre de la Colline. Ça se joue jusqu'au 29... vous savez, c'est le théâtre qui est dirigé... 29 janvier. C'est le théâtre qui est dirigé par Wajdi Mouawad, le gars qui m'a piqué ma place. Comme quoi, je ne mets pas ma masculinité dans la rancune ni dans la revanche. Donc voilà, allez le voir. Emma Dante, ça s'appelle Re Kikinella, le roi poule. C'est adopté d'un conte napolitain du XVIIe siècle, dû à Giambattista Basile, qui met en scène un souverain, fictivement, c'est Charles II d'Anjou, qui est mort en 1309, et qui, dans des circonstances un peu graveleuses que je vous laisse découvrir, a la mauvaise surprise de voir une poule, justement, lui rentrer dans le cul. Il souffre atrocement de cette intrusion, car la mère poule le dévore de l'intérieur. Et lui, pour la faire mourir, il essaye de ne plus manger. Mais alors, comment restera-t-il roi s'il ne peut plus monter à cheval et nourrir ses courtisans qui attendent tous les jours que le roi ponde un œuf d'or? Tel est le dilemme que pose cette fable politique dans laquelle, vous l'avez compris, le patriarcat ne sort pas vraiment indemne. Alors, y a-t-il une morale à cette histoire ? Eh bien, chacun la trouvera pour soi-même. En ce qui me concerne, il me semble que ce trouble dans le genre, au sein même du patriarcat, doit nous déniaiser sur la portée réelle de l'exaltation actuelle des masculinités déconstruites, qui sont sans doute moins subversives qu'on le croit. Parce que pour s'en effrayer à haut cri ou pour s'en enorgueillir, on croit qu'on combat le patriarcat en déconstruisant la masculinité. Mais c'est oublier que les figures du pouvoir sont travaillées par cette anthropologie chrétienne qui fait du patriarcat une matrice plus ambivalente qu'on ne le pense et qui valorise souvent les expressions d'une masculinité d'ambiguïté par rapport aux conceptions plus frustres, plus phallocratiques du pouvoir à front de taureau. Vous voyez comment Hyacinthe Rigaud peignait en 1701 dans son costume de sacre Louis XIV, dont on sait par ailleurs qu'il incarna aussi avec brutalité le sexe du pouvoir, mais voyez-le pousser sa jambe, finement gainée d'un bas blanc par la fente de son habit pesant, comme un morceau de roi, et vous comprenez effectivement que le roi qui danse, si gonflé de lui-même, de son pouvoir phallocratique, sait surtout, à l'occasion, faire la fille et que son pouvoir s'en trouve renforcé. Et voici pourquoi cette séance qui s'achève portait ce titre « Le désordre des pères ». C'est aussi parce que je ne veux pas à chaque fois donner à ces séances le nom d'un slogan trumpiste, comme « Fort, bébé, fort », mais on a quand même très envie, aux masculinistes les plus abrutis, de leur dire ça. Ouais, fort bébé, fort, vas-y, va voir ce qu'il y a vraiment au fond, va un peu au-dedans de toi-même. C'est peut-être au fond l'histoire, celle qui nous permet de creuser nos différences et de s'élever en même temps. C'est peut-être cela que l'histoire nous promet. C'est en tout cas ce que Michel Foucault écrivait dans le volume 3 de son Histoire de la sexualité, l'usage des plaisirs, quand il parlait d'archéologie, et j'en terminerai par là. On croyait s'éloigner et on se retrouve à la verticale de soi-même. Le voyage rajeunit les choses et il vieillit le rapport à soi. Merci, bonne journée et à la semaine prochaine.